Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch, paysannes et paysans suisses, pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique et le label Vaud Plus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, le dernier avant les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous allons vous parler de produits équitables, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ce qu'on va voir dans notre dossier du mois, dans notre sujet filière plein feu sur les vins effervescents. Et puis dans le chiffre déchiffré, on va s'intéresser à l'importance des insecticides dans les vignobles romans. Et finalement, notre rendez-vous agricole du mois nous emmènera du côté de la journée du papé vaudois. Voilà donc notre programme. Il est temps maintenant d'aller rencontrer nos invités du jour. Et bonjour, bienvenue sur ce plateau. Laissez-moi vous présenter, je commence par vous. Loïc Bardet, vous êtes député PLR au Grand Conseil vaudois et directeur d'Agora, comme le dit votre chemise aujourd'hui, l'association fêtière des organisations agricoles romandes. Bonjour. Bonjour. Avec vous sur ce plateau, Anne Chenevard, présidente de la coopérative Fer Suisse de lait équitable. Bonjour, bonjour. Anne. Et puis Gilliane Lebas, agroéconomiste chez Prométer. Bonjour Gilliane, bonjour. Bienvenue. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On parle donc de produits équitables. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? C'est quoi un produit équitable? Anne, je vous donne la parole. Alors, en tout cas, du point de vue de Fer Suisse, un produit équitable, c'est un produit qui va rémunérer correctement le producteur. Parce que pour nous, quand on parle de durabilité, ce n'est pas seulement environnemental, c'est aussi économique et social. Et puis, vraiment, le cœur du message de Fer Suisse, c'est que quand on aura amélioré le revenu des producteurs, naturellement, l'aspect social et environnemental s'améliorera aussi, tout simplement. Il va suivre automatiquement. Suivre, exactement. Est-ce que c'est une nécessité, Loïc, d'avoir des produits équitables aujourd'hui sur le marché en Suisse? Alors la démarche qui a été entreprise depuis plusieurs années par Fer Suisse, c'est une démarche qu'on a soutenue également, puisque là, on voit que c'est la base qui propose une possibilité aux consommateurs de pouvoir donner un supplément qui va directement de la poche du producteur. C'est donc quelque chose de très bien. On sait aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier que sur les 12 milliards de chiffre d'affaires au niveau de l'agriculture suisse, au fait, il y a pas loin de 10 milliards qui viennent de la vente des produits. Et c'est là-dessus qu'on peut vraiment améliorer le revenu des agriculteurs et il faut pouvoir proposer des produits qui permettent de rémunérer ce travail. Donc c'est une démarche qu'on soutient. Oui. Et le rémunérer correctement. Alors on a l'habitude par exemple de logos comme celui de Fairtrade qui est là pour les pays en développement. Est-ce que ça a du sens de faire de l'équitable pour des produits agricoles suisses, Gilliane ? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on pourrait se questionner là autour, de se dire la Suisse, on n'est pas un pays en développement, on a généralement des bonnes conditions cadres, on sait que les agriculteurs ont des paiements directs, ils reçoivent des subventions. Cependant, on ne peut pas dire qu'on ne pourrait pas avoir de label équitable, parce que le but du label équitable, c'est de bien rémunérer nos producteurs. Et on sait aujourd'hui en Suisse qu'on a un problème là-dessus. On sait qu'il y a beaucoup de producteurs qui n'arrivent pas à rentrer dans leurs coûts de production, qui n'arrivent pas non plus à rémunérer la grosse charge de travail qu'ils produisent. Et dans ce sens-là, ça a tout à fait sa place d'avoir des produits équitables suisses. Mais donc, s'il faut des produits équitables, ça veut donc dire qu'il y a des producteurs qui sont mal rémunérés? Oui, voilà, c'est une réalité du terrain. Les producteurs, particulièrement pour le lait, on sait, ne sont pas rémunérés à la hauteur de ce qu'ils produisent et souvent n'arrivent même pas à rentrer dans leurs coûts de production. On voit qu'il y a aussi beaucoup de producteurs qui ont des travails à côté de leur métier d'agriculteur et ça, c'est une problématique. Peut-être que les labels équitables peuvent en partie régler ça. Anne, ce qui est votre cas d'ailleurs, hein? Vous Oui, travaillez aussi à côté. Hein? Donc, exactement. Donc moi, j'ai un petit pourcentage comme infirmière à côté. Alors, parce qu'économiquement, ça m'aide, mais aussi d'un point de vue collègue, social, sortir un petit peu du monde agricole. C'est vrai que ça me fait une petite ouverture, disons, sur l'autre monde que le monde agricole. La question plus globale, c'est la politique règle évidemment pas mal de détails dans les pratiques agricoles, mais pas celui des prix. Alors, est-ce qu'il faut révolutionner la politique agricole ou est-ce qu'il faut l'adapter ? Alors, c'est une question de terminologie, mais dans le cadre des discussions sur la PA 2022+, qui finalement a été suspendue par le Parlement fédéral, Agora, on avait proposé de pouvoir venir avec des instruments aussi sur le marché
puisque aujourd'hui, comme ça a été expliqué par Gillian, au fait, au niveau du marché, on a beaucoup de producteurs et puis au face, on a très peu d'acteurs, qui fait que finalement, c'est eux qui tiennent le couteau par le manche. Et on avait proposé qu'ils puissent avoir des arrangements au sein des branches pour proposer des prix minimaux qui permettent de rémunérer correctement le travail des producteurs et puis que ces accords de branche puissent s'appliquer à l'ensemble, y compris aux producteurs ou aux acheteurs qui ne seraient pas de l'accord de base. Loïc, juste la PA, la politique agricole. Politique agricole, voilà, comme ça c'est clair. Donc oui, il y a des adaptations à faire au niveau de la politique agricole. Il y a évidemment sur d'autres aspects où il y a des changements à amener au niveau de la politique agricole, mais au niveau des règles du marché, il y a quelques ajustements à amener. Alors moi, ce que je vous comprends et pour comprendre, ce que je vous propose, et pour comprendre à quel point un produit équitable peut faire une différence non négligeable dans la vie des agriculteurs, c'est avec vous, Anne Schoenvar, que nous sommes partis sur le terrain et vous allez voir qu'un produit équitable, c'est avant tout un vrai projet économique, social, militant et environnemental. Regardez. Donc au 1er janvier 2017, j'ai repris la ferme de mes parents. Et puis très rapidement, on voit bien qu'économiquement, ça va être difficile parce qu'à cette époque-là, le prix du lait était extrêmement bas. J'avais un outil de travail qui arrivait au bout de course. Puis investir, c'était impossible avec le prix du lait qu'il y avait à ce moment-là. Donc il faut trouver des solutions. Puis une des solutions, ça a été de s'insérer dans ce grand projet des laits équitables européens et de lancer un lait équitable en Suisse, comme ça a pu se faire en France ou en Belgique au même moment. La coopérative Faire Suisse, c'est vraiment une coopérative de producteurs de lait. Au lancement de cette coopérative en 2018, on était 14 producteurs et aujourd'hui, on est à peu près 80 producteurs répartis sur tout le territoire suisse. Cette coopérative, c'est aussi la preuve que nous, les producteurs, on arrive à s'unir autour d'un projet commun et on arrive à essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Parce qu'on ne peut pas seulement attendre que les autres fassent le travail pour nous, on doit aussi venir avec des solutions et ce lait équitable, c'est une des solutions. Sur chaque brique de lait, il y a 1 franc qui revient pour le producteur et ce 1 franc, il nous permet de couvrir nos coûts de production. Chaque année, c'est 1,5 à 1,7 million de litres de lait qu'on arrive à commercialiser. Alors on est tout à fait conscient que ça reste un petit volume par rapport aux 3,5 milliards de litres de lait qui sont produits chaque année en Suisse, mais malgré tout, pour nous, ça incarne l'espoir. Alors ce projet de lait équitable, c'est avant tout un projet économique. Dans mon cas, ça m'a vraiment permis d'améliorer ma durabilité économique, ça m'a permis d'améliorer mes liquidités et de ce fait, j'ai pu construire une nouvelle ferme. Cette nouvelle ferme, elle m'a vraiment permis d'améliorer le bien-être de mes animaux et puis de libérer du temps pour ma famille et pour ma vie privée. Faire Suisse, c'est aussi un projet qui est militant parce qu'au travers de ce lait équitable, on va à la rencontre des consommateurs et on essaye vraiment de les sensibiliser à la cause paysanne et aux problèmes des revenus dans l'agriculture. Moi, je suis toujours très reconnaissante quand je vois que des consommateurs sont prêts à acheter un lait qui est finalement le même lait que dans une brique entrée de gamme parce qu'il faut vraiment savoir qu'en Suisse, on a une seule qualité de lait et cette qualité de lait, elle est excellente. Donc, dans une brique de lait équitable, ce n'est pas un lait qui est meilleur, c'est un lait qui est meilleur pour le producteur et quand le consommateur accepte de faire cet achat solidaire, il soutient réellement l'agriculture. Et je me rends compte vraiment qu'on peut créer un contrat social avec les consommateurs pour autant qu'on puisse vraiment leur rassurer que ce qu'ils vont payer en plus, ça viendra bien chez le producteur et pas chez des intermédiaires. Sur une brique de lait équitable, c'est entre 30 et 50 centimes de plus que va payer le consommateur, mais pour nous, ça va vraiment changer nos vies. On trouve le lait Faire Suisse chez Manor, chez Alligro, chez Aldi en Suisse romande sur le canton de Berne et à Soleure. On le trouve aussi chez Pam et Edelweiss en Valais. On le trouve chez Spar en Suisse alémanique ainsi que dans une quantité d'épiceries. Et on est aussi hyper reconnaissant que des villes comme la ville de Lausanne utilisent notre lait pour tout ce qui est leur restauration collective. Donc finalement, notre lait, on le trouve dans plus de 500 points de vente en Suisse actuellement. On parle tous beaucoup de durabilité, mais la durabilité, ce n'est pas seulement environnemental, c'est aussi économique et social. Je crois vraiment que le cœur du message de Faire Suisse, c'est que tant qu'on n'aura pas amélioré la durabilité économique des producteurs, on ne pourra pas leur en demander plus au niveau environnemental et social. Alors commençons par améliorer le revenu des producteurs et le reste suivra tout seul.
Et on comprend bien dans le sujet à quel point en fait ce lait équitable joue un rôle sur plein de niveaux. C'est un projet commun, mais c'est aussi ce qui m'a marqué, c'est un salut économique. Oui. C'est un espoir qu'a représenté cette organisation, cette création du lait équitable pour vous, Anne. Alors complètement. Donc c'est vrai que si on reprend quelques chiffres, en 1996, il y avait 44 000 producteurs de lait en Suisse. Aujourd'hui, on est à peine 17 000, donc on a une hémorragie de producteurs qui est sans fin. On a encore aujourd'hui... Certainement pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques principalement, alors aussi pour des raisons de contraintes, de difficultés de pouvoir engager un salarié, etc. Mais l'aspect économique est quand même le principal qui pousse le producteur à arrêter. Donc chaque jour, on a encore entre 2 et 3 producteurs qui abandonnent la production laitière. Donc c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un espoir. Ça améliore la santé économique des entreprises, puis ça donne une perspective en fait à cette filière en Suisse. Parce que notre crainte, c'est quand même qu'un jour, on produise plus suffisamment de lait pour couvrir les besoins de la population et de l'industrie, et puis qu'on finisse par ouvrir la frontière, ouvrir cette fameuse ligne blanche. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est quand même notre principale crainte. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a une topographie, on a un pays, on a une altitude qui fait que la production laitière, elle est nécessaire. Si on veut vraiment maintenir, à mon avis, une agriculture qui soit résiliente, on a besoin d'une agriculture qui soit polyculture, élevage, et on a vraiment une topographie qui nous le permet. Donc abandonner la production laitière en Suisse, pour moi, c'est vraiment un non-sens. Ouais, tout à fait. Loïc, quand on entend cette saignée qui a eu lieu dans le monde paysan au niveau de l'industrie laitière, là on se dit que la politique avait clairement un rôle à jouer. Alors, ce qu'il faut se rappeler, on a eu dans les années 90 la nouvelle politique agricole qui a été mise en place avec la fin d'une économie, entre guillemets, planifiée, et puis l'introduction des paiements directs pour rémunérer les différentes prestations non économiques réalisées par l'agriculture. Et puis, ça a eu comme effet que le prix du lait, qui à l'époque était un peu plus d'un franc pour le producteur, a été diminué. Mais si on est arrivé à ceci, c'est aussi qu'il n'y a pas tout qui était parfait dans cette politique à l'époque, notamment, et puis c'est ce qui est important de l'initiative qu'on a là, par rapport à la politique agricole de l'époque, ça a été bien dit par Anne dans le reportage, c'est qu'il y a le lien avec les consommateurs. Puis ça, c'est important de garder parce que de garantir des prix très hauts qui vont faire qu'on va produire trop, puis à la fin que les consommateurs ne puissent pas, pour des raisons économiques ou pour des raisons de demande, l'acheter, on aura à nouveau fauté. Mais par contre, le recul du nombre de producteurs de lait nous fait soucier, ça c'est vrai, surtout dans des régions comme là on est 3 qui viennent du canton de Vaud. On sait que le plateau vaudois, on a clairement un manque de structures laitières. Et puis, on a aussi d'autres éléments qui sont demandés aujourd'hui, par exemple qu'on ferme les cycles naturels. Et puis là, on sait que la présence de bovins est indispensable aussi pour amener les engrais et puis valoriser les herbages qui représentent une bonne partie. Comme le disait Anne, il faut que ça soit multifactoriel, qu'on joue sur plusieurs types de cultures, de production, etc. Il y a un point qui est important. On a entendu dans le reportage que les laits, finalement, sont tous les mêmes parce qu'en Suisse, il n'y a qu'une seule qualité de lait. Donc, lait équitable, lait normal, si je puis dire, c'est la même chose, ou entre guillemets, parce qu'il y a quand même des différences. Et ça se joue notamment au niveau de la prise de conscience du consommateur. Alors, c'est quoi ces différences, Anne? Alors, comme on l'a dit, la qualité de lait en Suisse, elle est excellente. Il y a une qualité de lait, que ce soit une entrée de gamme, entrée de prix ou équitable, on a le même lait. Alors, la différence, c'est que cette brique, pour nous, le producteur, elle change nos vies. Et quand on a un consommateur qui accepte de faire cet achat solidaire, c'est vraiment la création d'un contrat social entre les consommateurs et les producteurs. Puis ça, aujourd'hui, c'est capital, parce que vraiment, on ne peut pas se cacher derrière le consommateur qui, soi-disant, ne veut pas payer plus. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on observe. Si vraiment on peut lui montrer que ce qu'il paye en plus, ça vient chez le producteur, on arrive à le convaincre, en tout cas une partie de la population, de payer un peu plus. On sait qu'en Suisse, le budget alimentaire, il est entre 7 et 11%. Donc, c'est un budget qui est extrêmement bas. Donc, en tout cas, pour une partie de la population, c'est possible d'investir un peu plus dans son alimentation. Puis, je crois qu'on doit aussi faire prendre conscience au consommateur de son pouvoir, en fait. Parce qu'il a vraiment le pouvoir d'influer sur la gamme de produits. C'est ce qu'on appelle un consomme-acteur. Exactement, exactement. Et vraiment, un consomme-acteur, il a la possibilité d'influer sur les produits qu'on va trouver au rayon, sur la politique agricole, il peut vraiment donner une direction à l'agriculture suisse. Puis je pense qu'il n'est pas vraiment conscient de son pouvoir. Puis au travers de ce projet, on peut montrer que oui, il a le moyen de changer les choses.
Alors, produire du lait équitable ou utiliser des produits équitables dans sa production, qu'est-ce que ça implique et comment cela se traduit? Eh bien, c'est ce que nous avons été voir du côté de Savigny, sur une exploitation laitière, ainsi que chez Crémaux, le deuxième plus grand transformateur de lait de Suisse. Bienvenue ici à la ferme de la Bonnefoire. Nous exploitons la ferme avec mon mari Didier depuis 2014. Nous avons une exploitation avec différents types de cultures, notamment des herbages, des céréales et des lentilles. Et nous avons un cheptel de vaches laitières avec du jeune bétail. Dans notre exploitation, nous avons toujours eu des vaches laitières. C'est une activité qui tient au cœur de génération en génération. Mon beau-père avait environ une vingtaine de vaches et puis maintenant nous arrivons avec environ 60 vaches pour plus ou moins 400 000 litres de lait que nous coulons par année pour le lait d'industrie. Nous avons appris que la coopérative du lait équitable existait après sa fondation et nous avons eu la chance de pouvoir l'intégrer il y a 3 ans. La coopérative du lait équitable souhaite accueillir le plus grand nombre d'agriculteurs possible. Malheureusement, actuellement, il y a une liste d'attente qui est faite car on n'arrive pas à écouler tout le nombre de litres de lait que la coopérative souhaiterait. Il y a également un cahier des charges à respecter pour faire partie de la coopérative du lait équitable, notamment en matière de bien-être animal. Et également dans l'implication des agriculteurs dans la coopérative pour la promotion de notre lait équitable, en faisant 3 animations par année, notamment en allant dans les magasins à la rencontre des consommateurs ou par exemple, comme dans notre exploitation, nous avons organisé un brunch lors du 1er août cette année. Le but ultime de la coopérative du lait équitable, c'est qu'il n'y en ait plus besoin et puis que chaque famille d'agriculteurs soit rémunérée pour son travail à une juste valeur. Crémaux est le deuxième plus grand transformateur de lait de Suisse, qui a son siège à Villars-sur-Glâne, dans le canton de Fribourg, une unité de production en Valais, à Sierre, et le site du Mont-sur-Lausanne, sur lequel nous sommes aujourd'hui, où nous produisons principalement du lait et des yaourts. Tous les jours et plusieurs fois par jour, nous réceptionnons des milliers de litres provenant des productions agricoles de nos paysans. Ce lait est ensuite, on va dire, stocké dans des grandes cuves. Et à partir de là, en fonction de la production prévue ce jour-là, on va conditionner du lait en brique ou on va faire des recettes de yaourts qui seront produits. Une fois la fabrication de ces produits-là effectuée, ça va partir dans le circuit de distribution. Crémaux s'est engagé dans l'aventure du lait équitable depuis 2019 avec la volonté d'une part d'offrir et de s'associer à une démarche, on va dire, équitable envers les producteurs de lait, de leur offrir une meilleure rémunération, ça c'est le premier des 2 volets, et le deuxième, qui est un volet aussi très intéressant pour Crémaux, c'est d'élargir sa gamme de produits. Ce qu'il faut néanmoins savoir, c'est que Crémaux, sur 1 litre de lait équitable, n'est pas mieux ou plus rémunéré que sur 1 litre de lait normal. Le lait équitable chez Crémaux, cela représente un volume total de 1 million de litres de lait UHT, soit environ 3,3% de la production globale de lait UHT. Celui-ci, il est conditionné soit en briques de lait, telles que celle-ci, ou alors en petits godets de crème à café. Les clients de Crémaux pour le produit lait équitable sont principalement les institutions parapubliques, je parle là des écoles, des hôpitaux, des prisons, ce type d'établissement. Ensuite, il y a tout le système qu'on appelle Horeca, hôtellerie-restauration, qui se fournit aussi en lait équitable. Et puis, au niveau de la grande distribution, nous avons un client principal qui est Manor. Crémaux est engagé jusqu'en 2026 auprès de la coopérative lait équitable. À ce stade, nous considérons la collaboration comme très bonne, fructueuse, très agréable, et il n'y a aucune raison de remettre celle-ci en cause.
Alors dans ce sujet, on se rend bien compte aussi de l'importance des grands groupes comme Crémo qui jouent un rôle, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, la ville de Lausanne. On voit que justement cette implication des grands acteurs, elle est capitale. On ne peut pas faire sans. Est-ce qu'il y a quand même encore des réticences? Il me semble que c'est le cas aujourd'hui, Gillian. Je pense qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'en effet, pour qu'un label équitable fonctionne, il y a vraiment toute la chaîne de valeur qui doit être impliquée. Donc du producteur jusqu'au consommateur. De là, ça implique en effet les différents acteurs du milieu. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une volonté, c'était cité dans un reportage tout à l'heure, il y a quand même Aldi qui s'engage, il y a Manor, il y a Alligro. Donc on a cette volonté. Après, il y a en effet des réticences qui viennent peut-être de plusieurs biais. On a par exemple peut-être des soucis au niveau de la logistique, ou bien ça peut être la peur de perdre le consommateur dans une foule de données, de labels. Ça peut aussi être la grande distribution qui préfère avoir la main mise sur ses propres labels. Enfin, il y a vraiment plusieurs raisons qui font qu'on s'implique ou non. Et vous, en tant que Prometer, quels sont justement vos leviers d'action pour dépasser ces réticences? Alors, au niveau de Prometer, elles sont pas faible, mais c'est plus, on va discuter avec les politiciens, on va essayer aussi de sensibiliser les consommateurs. On a vraiment beaucoup de projets maintenant pour aller à la rencontre des gens dès le plus jeune âge. Vraiment, Prometer s'implique pour aller dans les écoles, pour expliquer l'importance de consommer. Et le but, c'est vraiment que l'impulsion, en fait, vienne du consommateur. S'il y a de la demande au niveau du consommateur, le reste de la chaîne va suivre. Mais tant que la demande ne vient pas vraiment du consommateur, c'est compliqué de mettre des choses en place. Donc vraiment, notre but au niveau de Prometer, c'est d'agir pour que le consommateur ait conscience de l'importance d'une bonne rétribution aux agriculteurs. Ça, on sait que c'est un des points centraux de toute cette mission des produits équitables. Et puis on entendait dans le reportage aussi, Anne, qu'il y a une liste d'attente des producteurs qui aimeraient aujourd'hui faire partie de Faire Suisse et qui ne peuvent pas. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a des volumes vendus chaque année qui sont en croissance constante, mais cette croissance, elle est assez faible. Donc malheureusement, on a des producteurs, à peu près 120 aujourd'hui, qui souhaiteraient nous rejoindre et on peut les intégrer que petit à petit en fonction de l'augmentation des ventes de lait, en effet. Oui, donc là, on a quand même un petit peu une équation avec deux données qui, quelque part, ne se rejoignent pas. Est-ce qu'on peut imaginer, Loïc, qu'un jour, on ait un monde avec du lait 100% équitable? Alors, ce serait le monde idéal, mais je pense qu'on va encore attendre quelques années avant que ça arrive. Par contre, ce qui est intéressant dans le reportage puis la discussion qu'on a là, on voit qu'au fait, pour arriver à des volumes supplémentaires qui permettent d'intégrer des producteurs supplémentaires, eh ben, il faut l'implication des gros acteurs. Et puis ça, c'est des fois ce que les gens ont tendance à oublier. On met toujours l'exemple de la vente directe, des microstructures en avant. Mais au fait, pour arriver à avoir une masse suffisante pour vraiment faire changer les choses, eh ben, il ne faut pas se battre contre ces gros acteurs, il faut se battre avec et prendre dans le bateau. Après, il faut quand même négocier. Il ne faut pas toujours leur dire oui, mais c'est important de travailler avec. Et ça, c'est un élément que le lait équitable montre bien. Et il y a justement encore pas mal de choses à faire dans le domaine. C'est bien, ça veut dire qu'il y a de la marge de manœuvre. Parce que le but ultime, ça serait quand même qu'un jour, il n'y ait plus de coopératives. C'est ça, alors ça, c'est notre but ultime. C'est de se dire, un jour, on pourra arrêter parce que tout le lait sera payé à 1 franc. Donc, c'est complètement illusoire. C'est illusoire, j'allais dire. Je ne voulais pas être mauvaise langue, mais c'est vrai qu'on est aussi conscient que l'agroalimentaire a besoin de lait malheureusement bon marché parce qu'un boulanger qui va acheter du beurre pour faire ses croissants, il va se trouver en concurrence avec des croissants polonais qui arrivent sur notre territoire à moindre prix. Donc, on fait partie d'une chaîne. Quand on produit du lait, on n'a pas que du lait, on a tous les produits qui sont également des produits laitiers, beurre, bas-beurre, poudre de lait, etc. Et tous ces produits impliquent, influencent sur notre prix du lait final. Mais c'est sûr que si on pouvait écouler davantage de lait via la grande distribution, parce qu'il faut que le consommateur, bien sûr, soit sensibilisé, mais il faut aussi qu'il ait le choix. Parce que quand il va dans un grand magasin, s'il ne trouve pas les produits qu'on peut lui proposer, finalement, c'est pas ce qu'il veut. Bien sûr. Si on veut savoir ce que veut le consommateur, il faut qu'il ait les produits à disposition. Puis c'est un peu ce qu'on demande à la grande distribution, c'est d'offrir une gamme. La possibilité de choisir. La possibilité qu'ensuite le consommateur puisse le faire. Après, peut-être qu'on pourra aussi parler un peu des institutions publiques.
Alors, on n'aura pas le temps de le faire maintenant, malheureusement. Anne, j'aimerais beaucoup, mais on va devoir abandonner un petit peu le lait. Je sais que vous êtes passionnée, c'est votre cœur de métier, c'est normal. On va parler d'autre chose. On passe maintenant à la période des fêtes, vous le savez, qui est la plus propice à la consommation de bulles. Alors, nous vous entraînons aujourd'hui sur le parcours d'un vin effervescent mis en bouteille chez œnologie à façon à Perrois. Et vous allez voir qu'il existe bien des étapes avant de déguster un vin mousseux. Ce qui est sympa avec les vins mousseux, c'est qu'ils peuvent être blancs, rouges ou rosés, de venir de n'importe quelle région, d'avoir plus ou moins de sucre. Mais surtout, c'est cette bulle qui est rassembleuse et qui fait plaisir à tout le monde. Bienvenue chez œnologie à façon à Perrois. Nous sommes une société spécialisée en prestations de services autour de l'œnologie. La société est à disposition des vignerons. On va se déplacer chez eux pour déguster, pour faire de l'analytique, pour mettre en bouteille. On fait environ 6 millions de bouteilles par année en prestations de services. Et bien sûr, le sujet du jour, de l'effervescence. Un vin effervescent, c'est quoi? C'est un vin qui a naturellement son CO2 ou dans lequel on rajoute du CO2 artificiellement. Il y a 3 façons de faire. La gasification, la méthode traditionnelle et la méthode cuve close, appelée aussi méthode Charmat. Le gros avantage de la gasification, c'est qu'on peut prendre quasiment n'importe quel vin terminé, qu'il soit blanc, rosé ou rouge. Le producteur vient chez nous, on va déguster ensemble pour choisir le grammage de sucre qu'il aimerait rajouter et la pression désirée dans la bouteille, qui peut varier entre 3,5 et 5 bars et demi. C'est une technologie qui est relativement simple à utilisation, mais complexe à mettre en place, parce que ça demande quand même des machines spécifiques, dont un carbonatateur, et surtout une mise en bouteille isobarométrique qui permet d'équilibrer les pressions pour éviter que ça mousse avant l'embouteillage. La méthode traditionnelle est la même méthode qui va être utilisée dans la région de Reims en Champagne. C'est relativement plus complexe que la gasification parce que là, on va devoir aller avec le vigneron, sélectionner les parcelles et déjà pouvoir ramasser des raisins à une maturité optimale pour faire ce genre de process. Donc en fait, nous allons accompagner le vigneron et son vin pendant les 2 premières fermentations chez lui et ensuite, nous allons rapatrier son vin à Perrois pour la prise de mousse qui est une 3e fermentation en bouteille et surtout l'élevage sur latte qui va permettre au lit de se sédimenter au fond de la bouteille. Après un minimum de 12 mois d'élevage sur latte, on va passer à l'opération du remuage des bouteilles, ce qui veut dire qu'on va verticaliser les bouteilles afin que les lies se sédimentent dans le goulot de la bouteille. Une fois que cette opération sera terminée, on va commencer l'opération de dégorgeage. Donc là, on va devoir mettre nos bouteilles dans un bon saumure qui est environ à moins 25 degrés pour congeler ce fameux bouchon de ligue. Ça va durer à peu près un quart d'heure. Une fois que cette opération elle est faite, les bouteilles vont passer sur la mise de dégorgeage. La première étape, ça va être d'enlever la couronne qui va éjecter le bouchon de ligue qui sera congelé grâce à la pression qu'il y a dans la bouteille. Ensuite, nous allons mettre une liqueur d'expédition qui va être choisie avec le client pour faire du brut, du demi-sec ou du sec ou d'autres. Et après, on refait les niveaux. Une fois que cette opération est terminée, le vin est terminé, il n'y a plus qu'à le boucher, mettre le muselet et le commercialiser. Et pour terminer, il reste encore la méthode cuve close, Charmat, dont j'ai parlé au début, qui est en fait la même chose que la méthode traditionnelle, sauf que la fermentation va se faire dans un gros volume plutôt que dans une bouteille unique. Peu importe la technique que vous allez choisir, l'important c'est que le produit final vous plaise à vous et votre entourage. Un sacré nombre d'étapes pour avoir un vin mousseux dans la flûte et pouvoir faire santé.
Il y a pas mal de différences de prix sur ce marché, Gillian, entre un mousseux en méthode traditionnelle et ceux réalisés avec les autres méthodes. Elles sont dues à quoi ces différences ? Bon, je pense que le reportage illustrait assez bien. Donc, on voit que, par exemple, la méthode traditionnelle, aussi appelée champenoise, c'est une méthode qui demande en fait beaucoup plus de main-d'œuvre, qui fait aussi des fois appel à des prestataires de services, surtout en Suisse où on n'a pas toujours tout l'équipement nécessaire. Et du coup, vraiment, cette différence de prix, elle réside dans cette méthode. Au niveau de la gazéification et puis de la méthode en cuve close, on est sur des processus qui appellent un peu moins de main-d'œuvre et donc un prix un peu réduit. Ouais, donc ça se joue vraiment sur le travail en amont qui est plus conséquent. On voit aussi que les vins effervescents en Suisse ont une certaine importance sur le marché suisse, mais quelle est-elle ? Alors, aujourd'hui, sur le marché suisse, on dit qu'à peu près 12% des ventes sont du vin mousseux ou du vin effervescent. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, on a vraiment une tendance ces 5 dernières années à une augmentation de ces ventes. Donc, on voit que de manière générale, les vins tranquilles, donc les vins traditionnels, ont réduit ces 5 dernières années de 4%, tandis qu'en parallèle, les vins mousseux ont augmenté de 17%. Mais dans ce contexte-là, le vin mousseux suisse ne représente que 5% de la part de marché. Donc on voit qu'on a encore un potentiel de développement énorme et je pense qu'ici, il y a vraiment des choses à mettre en place, peut-être aussi au niveau politique, pour aider à développer cette part de marché intéressante. On va poser la question à Loïc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place alors ? Il y a déjà un élément qui est important de savoir, c'est qu'on a un contingent d'importation de 170 millions de litres au niveau des vins qui avait été négocié à l'époque à l'OMC. Et puis, depuis, on a une consommation, même si la population augmente, on a une consommation globale de vin qui diminue. Ce qui fait qu'on n'utilise jamais complètement ce contingent d'importation, donc on est, au guillemets, dans un marché libre pour le vin. Mais en fait, les vins mousseux qui ont une augmentation, eux, ils ne sont pas dans le contingent d'importation. Donc, on a un marché qui progresse, qui se fait au détriment des vins tranquilles, et puis qui, au plus, fait que ce fait qu'on se retrouve dans un marché libre n'est pas encore poussé, vu qu'on est hors du contingent. Puis il y a eu plusieurs fois déjà des discussions à Berne pour intégrer les vins mousseux au contingent d'importation. Ça n'a jamais été accepté par les chambres fédérales. Peut-être qu'une fois ou l'autre, il faudra reprendre la discussion à ce sujet. En tout cas, à titre personnel, moi, j'y serais favorable. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une évolution comme ça des tendances de consommation tout d'un coup sur ces vins effervescents ? Est-ce que c'est plus, je ne sais pas, c'est plus hype, ça fait mieux, ou on veut consommer local peut-être ? Je pense que la réponse, elle se situe un peu au milieu des deux possibilités que vous évoquez. On a vraiment, il y a un sondage qui a été fait récemment par la Grosse Cop justement au niveau de la consommation de ces vins mousseux, et on voit que les jeunes, donc la tranche des 18-30 ans, sont de friands consommateurs justement de ces vins pétillants. Donc là, on a vraiment une nouvelle part de marché à développer, et puis c'est aussi, on sait, des jeunes qui ont une volonté de consommer local. Donc là, on a vraiment une porte ouverte et on n'a plus qu'à la saisir. Sur un nouveau public. Exactement. Ouais, alors moi, je vous propose maintenant d'enchaîner. On va encore changer de sujet. Oui, je vois, vous vouliez réagir, mais je ne peux pas. Je dois enchaîner. Alors là, maintenant, on s'intéresse, on reste quand même un petit peu dans le même domaine, puisqu'on parle des vignobles romans et on se pose la question de la nécessité des pesticides dans ces fameux vignobles. On parlerait de 20% du vignoble valaisan qui devra être traité contre la flavescence dorée. Regardez. 20%. C'est la part du vignoble valaisan qui devra être traité par un insecticide contre la flavescence dorée en 2025. Cette information du service de l'agriculture du canton du Valais traduit le poids croissant que fait peser cette maladie sur les vignes. La lutte biologique et la confusion sexuelle ont certes permis de limiter, voire d'arrêter, l'utilisation d'insecticides dans les vignobles helvétiques depuis plusieurs décennies. Mais l'insecte vecteur de la flavescence dorée est insensible à ces moyens de lutte intégrés. Venue du sud de la France et du nord de l'Italie, la maladie avance depuis les années 1950. Elle provoque rapidement la mort des cèpes contaminés, obligeant les vignerons à lutter contre cet insecte invasif prénommé cicadelle. Si le Tessin a déjà été colonisé, les cantons du Valais et de Vaud se battent pour le repousser. L'usage d'insecticides impacte hélas une partie de la faune présente, y compris les espèces auxiliaires. Ce n'est donc pas de gaieté de cœur que les traitements sont administrés. D'où toute la complexité des décisions que doivent prendre les autorités et les professionnels de la terre face à l'avancée de ravageurs aux effets dévastateurs.
Des ravageurs qui sont toujours plus présents. Est-ce qu'on sait, Loïc, combien de nouveaux ravageurs de la production végétale sont actuellement répertoriés sur le territoire ? De nouveau, alors je ne peux pas donner les chiffres comme ça, mais ce qu'on voit, c'est qu'avec le changement climatique, avec également une mobilité internationale toujours plus importante, on a chaque année de nouveaux ravageurs qui arrivent chez nous, de nouvelles maladies également. Et puis, l'exemple que vous montrez là, il est assez parlant, puisqu'on avait pu quasiment renoncer à l'utilisation complète des insecticides aux viticultures depuis de très nombreuses années, grâce à la confusion sexuelle. Ouais. Et puis là, on se retrouve avec un cas où on voit que c'est important, puis ça ne concerne pas que la viticulture, ça concerne l'ensemble de la production agricole. On voit que de temps en temps, il y a des problèmes qui apparaissent, et puis c'est important qu'on garde une palette large de moyens de lutte. Et puis c'est pour ça que, notamment, il y a quelques années, on s'était battu contre certaines initiatives qui voulaient interdire complètement l'utilisation de pesticides, parce qu'il y a des cas pour lesquels on en a besoin. Alors, est-ce qu'il existe quand même d'autres méthodes que la chimie pour lutter contre ces ravageurs ? Je pense par exemple aux antagonistes naturels. Est-ce qu'on peut encore s'appuyer là-dessus ? Oui, alors la confusion sexuelle, elle reste utilisée en viticulture pour d'autres insectes. Il y a d'autres moyens de lutte, mais de temps en temps, on a un problème précis pour lequel on n'a pas encore trouvé d'autres solutions que les produits phytosanitaires. Est-ce qu'on peut dire que la pression des espèces invasives, c'est un défi majeur pour l'agriculture ? Alors peut-être pas dans la culture, la production laitière, mais Gillian, il y a d'autres problématiques ? Alors, en effet, c'est une problématique qui existe depuis longtemps, Loïc l'a relevé, mais c'est de plus en plus émergent à travers justement le réchauffement climatique. Et puis, c'est vraiment nécessaire maintenant d'avoir, comme Loïc le disait, des outils pour lutter contre. Et c'est vrai que c'est une problématique qui est inquiétante. On voit actuellement des agriculteurs qui sont prêts à renoncer à certaines cultures parce qu'ils n'arrivent pas à les protéger. Et là, je pense qu'on a une réelle pesée des intérêts à faire. On sait que depuis quelques années, les agriculteurs travaillent toujours dans l'esprit en fait, d'une lutte intégrée. Donc, c'est une lutte par palier. On ne commence pas simplement à venir traiter. Il y a des choses qui sont mises en place en avant et aucun agriculteur, que ce soit de manière éthique ou financière, a une envie d'aller traiter ses plantes. S'il le fait, c'est vraiment pour garantir une sécurité alimentaire, aussi une sécurité économique. Et c'est une nécessité. Exactement. Donc finalement, on va devoir apprendre à vivre de cette manière-là. C'est un peu ça. Avec le changement climatique, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière. Exactement. Maintenant, il y a des nouvelles pistes, il y a aussi des nouvelles variétés. Et puis pour cela, on doit aussi travailler sur la sélection végétale. On a aussi des nouvelles techniques de sélection végétale qui peuvent être mises en place. On a des nouvelles technologies comme CRISPR-Cas qui permettent vraiment de venir cibler des endroits pour rendre les plantes plus résistantes à certaines conditions, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient en lien avec des ravageurs. Et ça, c'est vraiment, je pense, important de prendre tout ça en compte quand on parle des nouvelles techniques de sélection. Ça peut faire peur, mais il faut voir ça de manière plus holistique et se dire qu'on a en parallèle du réchauffement climatique qui amène plus de pression. Et il faut vraiment trouver des nouvelles solutions pour cette sécurité alimentaire. Et des nouvelles façons de réfléchir. Et on terminera là-dessus parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous remercie beaucoup d'être venus nous trouver aujourd'hui, d'avoir partagé vos différentes visions. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Nous nous réjouissons de vous retrouver l'année prochaine pour vous parler évidemment d'agriculture romande d'aujourd'hui avec une formule légèrement maniée. Vous allez voir ça. Rendez-vous en 2025. Mais avant de se quitter, direction notre rendez-vous agricole du mois qui vous emmène déguster du papet vaudois à travers tout le canton. Merci beaucoup de nous avoir suivis et surtout, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Au revoir. Gourmands, à vos agendas. Le 24 janvier 2025 aura lieu la journée du papet vaudois dans plusieurs villes du canton. Gastrovo offre la possibilité de déguster à midi une assiette du fameux plat vert et blanc, gratuitement et en toute convivialité, en l'honneur de l'indépendance vaudoise qui se fête ce jour-là. Plus de 3000 personnes sont attendues pour cette action qui valorise les traditions culinaires et les produits vaudois. La Fédération vaudoise des producteurs de légumes et l'association charcuterie vaudoise IGP mettent à disposition 750 kg de poireaux et 1550 boucles de saucisses au chou. Les gourmands pourront ainsi déguster le fameux plat cantonal sans bourse déliée. Rendez-vous le 24 janvier prochain, dès midi, pour la journée du papet vaudois.
Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch, paysannes et paysans suisses, pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique, et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable.